Luc Ferry, bonjour. On ne vous Bonjour présente Marc. plus. Vous publiez un livre qui déjà s'annonce comme un immense best-seller, La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies, aux éditions Plomb. Et la révolution transhumaniste, disons-le d'un mot, on ne l'a pas vu venir en France. C'est pratiquement l'un des premiers livres sur le transhumanisme. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Alors le transhumanisme, c'est le projet à la fois de corriger les inégalités naturelles et pas simplement les inégalités sociales. On a depuis des années, des décennies, essayé de corriger les inégalités sociales en créant l'État-providence. Là, il s'agit d'envisager une correction, notamment par l'ingénierie génétique, des inégalités naturelles. Par exemple, telle ou telle maladie génétique vous tombe dessus, vous n'y pouvez rien, vous ne l'avez pas fait exprès, c'est un héritage comme ça de vos parents et eux-mêmes, les malheureux, n'y sont pour rien. Et donc, grâce à l'ingénierie génétique, on pourra un jour, en tout cas c'est le projet transhumaniste, et Google investit des centaines de millions de dollars dans le projet, on pourra un jour corriger cette inégalité. Puis le deuxième projet, si je puis dire, qui porte le transhumanisme, c'est de passer d'une médecine thérapeutique, donc quand le docteur arrive, c'est que vous êtes malade, il essaie de vous réparer, ou que vous avez eu un accident, il essaie de vous réparer, à une médecine augmentative. Il s'agit notamment, c'est le grand projet de Google, avec sa nouvelle firme qui s'appelle Calico, Californian Life Company, c'est d'augmenter la longévité humaine. Alors pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein. Moi je suis très sérieux, pas de science-fiction, mais on a réussi à le faire sur des souris et le projet de Google, c'est de faire ce qu'on a fait pour les souris et le faire pour les êtres humains. Oui, dans votre livre, vous parlez d'un homme à 150 ans, 200 ans, Oui, on y 300, enfin, arrivera, on parle probablement, même oui. d'homme éternel aujourd'hui. Alors éternel, non, parce qu'on Enfin, mourra toujours, hein, comme disait mon vieil ami Jean-Didier Vincent, que vous connaissez bien, nos plus grands biologistes, il disait, mais de toute façon, on mourra toujours, me disait-il, sur le modèle du service à thé de la grand-mère. Ça finit toujours par se casser parce que quelqu'un là. Bon, et si vous êtes dans un avion qui explose, vous êtes pulvérisé, on vous réparera pas. Mais donc on sera toujours mortel. Et d'ailleurs, on pourra mourir par suicide. Mais ce qui est possible, en tout cas, c'est le projet de Google, c'est qu'on arrive à augmenter assez significativement la vie humaine, pas simplement comme on l'a fait depuis le XVIIIe siècle. On a augmenté la vie humaine en Europe en éradiquant les morts précoces. Mais là, le projet, c'est d'augmenter vraiment la vie humaine, d'où le terme de enhancement qui vient toujours en anglais dans cette littérature. Augmentation, ça veut dire, il s'agit donc d'aller vers une longévité beaucoup plus grande. Et oui, très probablement, on y arrivera. C'est très difficile, hein, on n'y est pas encore, mais probablement, on y arrivera dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 100 ans. Mais on y arrivera. alors on a fait un petit tour, mais on va y revenir, autour de ce premier mot qui se trouve, qui explicite un petit peu la révolution transhumaniste, c'est la technomédecine. L'ubérisation maintenant. Alors nous, on sait ce que c'est que Uber. l'ubérisation Hmm. depuis que les taxis ne sont pas d'accord avec Mais voilà. l'ubérisation, Oui. mais ça n'est que ça? Non, ce qu'il y a derrière, ce qui est commun à la fois à la technomédecine et à la naissance de ces nouvelles applications comme Uber, Airbnb, Blablacar, etc., Drivey, il y en a des milliers aujourd'hui, qui mettent au fond en relation des particuliers avec d'autres particuliers. Par exemple, sur Airbnb, vous mettez votre appartement dans le marché et puis grâce à l'application, vous trouvez quelqu'un qui va vous le louer ou vous-même, si vous allez à Rome ou à Londres, vous passez par l'application et au lieu d'aller à l'hôtel, vous allez chez un particulier qui va vous louer son appartement beaucoup moins cher qu'un hôtel la plupart du temps et souvent dans des conditions plus agréables. En tout cas, c'est l'idée. Ces nouvelles technologies, ces nouvelles applications, donc c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative, parce qu'il y a une collaboration grâce aux réseaux sociaux entre les particuliers. Cette nouvelle économie, comme on l'appelle aussi, elle est rendue possible par la même plateforme technologique que la technomédecine. En gros, c'est les objets connectés, le big data, l'intelligence artificielle qui permettent à ces applications de fonctionner, hein. Sans les trois, sans les objets connectés, sans le big data et sans l'intelligence artificielle, pas de Uber, pas de Airbnb. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce que dit un idéologue comme Jeremy Riskin, ça va poser des problèmes énormes parce que c'est dérégulation. D'ailleurs, vous voyez ce que disent les hôteliers. Ils vous disent, les hôteliers, mais ils disent, nous, on a des normes pour les handicapés, on a des salariés, on a des charges sociales, on a voilà, des obligations de sécurité. Bon, les particuliers n'ont pas ça, donc ça va être dérégulation, marchandisation, parce que vous mettez sur le marché un bien privé, un actif privé, comme disent les économistes. Et puis, c'est aussi quelque chose qui va vers le dumping social, parce que de plus en plus,
avec les automates, par exemple les caisses automatiques dans les supermarchés. On vous fait faire un travail à nous les particuliers, sur lequel on paye plus de charges sociales. Donc en vérité, on va vers un super capitalisme dérégulé. Voilà. Et ça va quand même être très problématique. Heu, Évidemment, j'imagine que pour un homme politique, qui va se retrouver, face à ces problèmes dans les années qui viennent ou même déjà maintenant, Déjà maintenant, on y est, oui. Mmh. ça pose un très grand nombre de problèmes, de Et oui, soucis. évidemment. Regardez par exemple le conflit entre Uber et les taxis. La première réaction des hommes politiques, c'est comme les taxis sont plus puissants qu'Uber et qu'ils peuvent faire des dégâts beaucoup plus grands dans la vie de la cité, on interdit tout de suite Uber Pop. Mais c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'essayer de trouver des compromis. Par exemple, de dire les taxis, vous gardez le droit à la maraude, puisque la licence qui est accordée aux taxis, c'était le droit de marauder, c'est-à-dire de prendre quelqu'un dans la rue à la volée, ce que les Uber n'ont pas le droit de faire. Les Uber ou chauffeurs privés, Alloca, Beach, etc. n'ont pas le droit de faire. Retourner alors, au Donc garage. voilà, parce qu'il faut aussi citer les autres. Bon, mais c'est aussi, par exemple, garder les voies de bus, mettre des barrières à l'entrée d'Uber en disant il faut une formation des chauffeurs. Mais ça pose aussi pour les travailleurs indépendants, parce que Uber, c'est 14 000 emplois en France, c'est pas rien. Les emplois de travailleurs indépendants. Il faut aussi une protection sociale pour les travailleurs indépendants. L'idée, c'est d'attacher la protection sociale, ce qu'on appelle le CPA, le compte personnel d'activité, plutôt à la personne qu'à l'emploi ou au contrat de travail. Donc tout ça pose des problèmes qui sont à la fois énormes et passionnants. On peut les résoudre, hein, c'est pas impossible à résoudre, mais ce sont des problèmes qui sont tout à fait nouveaux et que nos politiques découvrent au fond depuis 6 Oui, mois, mais dans quoi. ce contexte, là, on voit en ce moment, il y a un grand nombre de manifestations, et il y en a eu, bon, la Nuit debout, un Oui, certain nombre de personnes oui, qui s'interrogent sur oui, l'avenir, oui. un certain nombre de gens qui demandent à avoir des CDI. On se dit que dans une société comme celle-là, le modèle social risque d'en prendre un coup. Sauf si on est un peu intelligent. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Philippe Vallée, ou moi, je sais ce que j'en pense, moi. Je préférerais être travailleur indépendant plutôt que d'être salarié, pour être franc. Hein. J'ai jamais aimé avoir un patron. Et donc, être travailleur indépendant, c'est pas forcément pire que d'être salarié. Donc, le travail indépendant, c'est pas forcément mauvais, même si c'est pas un CDI. Bon, le rêve est toujours d'être fonctionnaire, mais on peut aussi aimer avoir un CDI et être travailleur indépendant, pas avoir un CDI et être travailleur indépendant. Alors on vous Le dira seul qu'on est dans problème, un contexte plus concurrentiel parce oui, qu'il faut sans arrêt être meilleur et la pression est oui, mais peut-être plus importante. vous Alors, savez, mais dans il peut une aussi y boîte, avoir la pression du patron. ben, vous savez, dans un journal, vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est. Dans un journal, ça peut être aussi le cas, hein, quand il y a des compressions de personnel dans un grand hebdomadaire. Moi, j'ai connu ça, hein. Je me suis fait virer de l'Express par Christine O'Krent. D'ailleurs, je lui en veux pas du tout. Elle avait tout à fait le droit. Mais voilà, donc parce qu'il y avait des compressions de personnel et que j'étais simplement pigiste et qu'elle voulait garder les journalistes titulaires. Bon, donc c'est la même chose dans un journal ou dans n'importe quelle entreprise. Mais non, ce qui est important, c'est de continuer à avoir une protection sociale. D'où l'idée de compte personnel d'activité, hein, de protéger encore une fois la personne, attacher les droits à la personne plutôt qu'au contrat de travail ou au poste, si vous voulez. Et donc, on peut très bien continuer à avoir un État-providence très performant et en même temps avoir des travailleurs indépendants. C'est d'ailleurs ce qui va advenir dans les années qui viennent. Un économiste comme Jean-Marc Daniel dit que voilà, dans 30 ou 40 ans, on aura 50% de travailleurs indépendants. C'est pas forcément une catastrophe, mais ça supposera une adaptation intelligente et de la part des pouvoirs publics, en tout cas une prise de conscience de ce que c'est que cette troisième révolution Alors, industrielle. justement, c'est une révolution, la troisième, Ah oui, dites-vous, pas oui. la quatrième? Non, Non. la quatrième, il n'y a pas de quatrième révolution industrielle, c'est la troisième. Il ne faut pas confondre, c'est Christian Saint-Étienne qui le dit très bien, moi je le suis là-dessus, il ne faut pas confondre innovation et révolution industrielle. Au fond, la grande révolution industrielle, la numéro 3, c'est la révolution du web et donc et du numérique, du digital. Moi j'aime bien le mot digital parce que c'est vrai que c'est, comme dit Michel Serres, c'est petites poussettes, c'est avec les pouces, c'est avec les doigts, c'est les écrans tactiles aussi. Bon. Et donc cette troisième révolution, elle a deux retombées majeures. Un, la technomédecine, et deux, donc une médecine qui va faire converger les nouvelles technologies et qui va aller vers le transhumanisme. Et puis de l'autre côté, l'économie dite collaborative sur le modèle de ces applications qui, encore une fois, court-circuitent les Bon, mais professionnels de la alors, profession. généralement, quand on dit révolution, Luc Ferry, on entend souvent, en même temps, en écho, le mot, bouleversement
bouleversements Oui, et affrontements, oui, c'est le cas. crise, mais une C'est crise le cas, qui oui. peut être beaucoup plus violente. Ah bah, regardez le conflit entre Uber et les taxis, entre les hôteliers et les Airbnb, entre les voitures, les auto-écoles et puis, voilà, les particuliers qui pourraient devenir, des professeurs d'auto, si je puis dire, des précepteurs ou des professeurs de conduite. Bon, et ça va aller partout parce que, tout le monde peut être ubérisé, hein, sauf les philosophes et les écrivains. Mais sinon, quasiment tout le monde peut être un jour ou l'autre ubérisé. Regardez les caissières dans les supermarchés disparaissent au profit des machines. Quand vous allez à Orly ou à Charles de Gaulle, de plus en plus, la carte d'embarquement, vous la faites sur une machine et non pas avec une personne, etc. Donc, un problème majeur qui se pose, c'est justement la question de savoir, c'est une question d'ailleurs qui est vraiment dans le débat des économistes, est-ce que c'est la fin du travail? En tout cas, la Alors, fin du travail salarié. Moi, je crois pas. Je crois. qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là, dans une société comme Mais celle-là? en vérité, ça n'est pas nouveau. Toutes les révolutions industrielles ont eu le même effet. Vous connaissez Lyon comme moi. Vous savez qu'à Lyon, quand vous allez dans un bouchon lyonnais, il y a un plat qui s'appelle la cervelle de Canut. Hein, tout le monde connaît ça à Lyon. Eh bien, la cervelle de Canut, ça rappelle cet épisode des années 1830, exactement 1831, où les ouvriers tisserands, qu'on appelait les canuts, parce qu'ils tissaient avec des cannes qui étaient des grosses aiguilles, eh bien, ces ouvriers tisserands se révoltent contre la machine à tisser, la fameuse machine Jacquard. Et d'ailleurs, c'est là que le mot sabotage va devenir populaire en français, parce qu'ils jettent les sabots dans la machine Jacquard pour la saboter. Et puis après, ils les jettent dans la Saône ou dans le Rhône. Et puis, la répression par la police est terrible, d'où la cervelle de Canut qui se répand sur... Mais c'est la première révolution contre la technologie. Et donc, au fond, ce qu'on vit avec l'ubérisation du monde, c'est à nouveau des révoltes des taxis, des hôteliers, des auto-écoles, etc., contre une révolution technologique qui est rendue possible par la troisième révolution industrielle. Voilà. Et donc, c'est un cas de figure finalement assez connu. Et donc, je pense que comme pour les autres révolutions industrielles, on va détruire beaucoup d'emplois et recréer beaucoup d'emplois. Je vous donne d'ailleurs le chiffre, aujourd'hui même, hein, pendant qu'on parle, on détruit 10 000 emplois par jour et on en recrée 9 000 par jour. En ce moment, Ouais, aujourd'hui. aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jours, on détruit 10 000 emplois par jour, on en crée 9 000. Il suffirait qu'on en crée 11 000 au lieu de 9 000 pour que Hollande soit très heureux et que la courbe du chômage s'inverse. Oui, et Mais c'est donc dans très ce peu de cas-là, différence. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Hollande, c'est le cas en Norvège, c'est le cas en Suisse. Mais la France est très en retard aussi sur ce sujet du chômage. Mais en tout cas, on est déjà dans un monde de destruction et de recréation d'emplois, un monde schumpeterien. Schumpeter l'avait déjà décrit très bien. alors, vous êtes philosophe, écrivain. C'est une enquête qui part aussi dans des directions qui sont celles des mathématiques, de la physique, d'un certain nombre de choses, la médecine. Oui. Vous avez mené une enquête? Oui, parce que, bon, vous savez, moi j'ai été ministre de la Recherche aussi, puis j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs de biologie. André Adout, le regretté André Adout, qui était vraiment un prof absolument génial, absolument formidable. J'ai suivi ses cours pendant 3 ans. Puis mon ami Jean-Didier Vincent, on a fait cours ensemble à Paris 7, biologie, philosophie. Donc je me suis mis un peu au travail. Puis mon ami Étienne Klein, qui est un de nos plus grands physiciens, je lui ai demandé de faire un livre sur les nanotechnologies. D'ailleurs, le petit livre existe, allez le lire, il est formidable, ça s'appelle le Small Bang, par opposition au Big Bang. Donc cette révolution des nanotechnologies. Donc voilà, je pense qu'un philosophe ne peut pas penser son époque sans l'économie et au moins une partie des sciences qui est la biologie et un peu de physique. Voilà. Et donc, moi, je m'y suis mis parce que ça me passionne. Et puis, encore une fois, quand j'étais ministre de la Recherche, de toute façon, les questions d'innovation, elles sont sur la table. C'est les plus importantes. Donc, oui, j'ai travaillé 10 heures par jour pendant 5 ans. Donc, ça aide aussi quand on a des très bons profs. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir aussi des profs comme Yves Agide, mon ami Yves Agide, qui est venu un jour à la maison me faire un grand cours sur la biologie du cerveau, magnifique, voilà. Et des biologistes comme Daniel Cohen, mon ami David Gaillard. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, d'être grands débutants dans ces disciplines, mais d'avoir des très bons profs. Donc, parce que sinon, si la philosophie, ça consiste à penser le 19e siècle et à pleurnicher sur la beauté perdue de la Troisième République, franchement, ça ne m'intéresse pas. Alors, ce que vous disiez, c'est que il y a de cela, en ce moment, les révolutions, elles viennent des États-Unis. Oui. Et nous, enfin l'Europe et singulièrement la France.
Écoutez, il y a des raisons Parce qui que sont vous à la avez fois... parlé de Eh Google, oui, vous avez parlé oui, c'est d'Apple, les vous avez GAFA, oui. parlé Oui, oui. d'Amazon, etc. Tout est Enfin, américain, oui. GAFA. Tout est américain. Google, Apple, Amazon, Facebook, Ça vous Twitter, fait pas LinkedIn. peur, ça? Si. Et c'est très dangereux parce que mon ami Laurent Alexandre a écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort, qui est très intéressant, très discuté, très intéressant, passionnant même. Et il dit qu'à force d'être nul sur ces sujets d'innovation technologique, de refuser la technologie, dire «Oh mais c'est affreux, c'est effrayant, on n'y touche pas, c'est abominable», et c'est vrai que c'est très souvent la réaction des intellectuels français, on finit par, c'est sa formule, ouvrir un Reich de 1000 ans à Google. C'est-à-dire qu'on les laisse absolument libres. Google, enfin les GAFA, vous voyez même sur les questions de fiscalité, on arrive comme les carabiniers, on arrive 10 ans après. On n'y comprend rien et donc on est complètement incapable de réguler. Et donc je pense que oui, c'est très dangereux. Alors il y a des raisons évidemment économico-commerciales. C'est vrai que les entreprises françaises en particulier sont écrasées par les charges. Et l'un des effets de cet écrasement par les charges sociales, c'est qu'elles ne peuvent pas investir dans l'innovation. Donc c'est aussi une des raisons. Mais il y a également des raisons purement philosophiques et religieuses, spirituelles. C'est que dans les 4 grandes spiritualités qui ont fait l'Occident, c'est-à-dire les Juifs, les Grecs, Athènes et Jérusalem, hein, c'est les deux cités géniales. Les Juifs, les Grecs, les protestants et les catholiques. C'est vrai que l'Europe est très catholique, même dans les pays protestants, la tradition catholique a été quand même tout au long du Moyen Âge extrêmement puissante. Et dans le catholicisme, le scandale, ça n'est pas la richesse, ça n'est pas la misère, c'est la richesse. Hein, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un C'est chameau vrai. de passer par... Voilà. Alors que chez les Grecs et chez les Juifs et chez les protestants, la richesse, c'est au contraire ce qui vous permet d'être un homme de bien. Parce que, comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Et donc, le scandale, c'est la misère, ça n'est pas la richesse. Et donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, tout le monde le sait, mais les raisons spirituelles, religieuses sont très importantes. Le fait d'être riche, c'est pas forcément le fait que vous êtes un salaud. D'ailleurs, Zuckerberg, le petit jeune homme là qui a inventé Facebook, est plutôt très sympathique. C'est Oui, pas, oui. on voit bien que le bonhomme c'est pas une crapule. Bon, Bill Gates, c'est pas une crapule. On voit bien que le type essaye de faire le bien, Bon, il qu'il s'est a, retiré de ses voilà, il affaires s'est et il a retiré, donné la voilà, totalité de et sa fortune voilà, pour voilà. creuser des fontaines Mais en plein voilà, milieu du c'est désert. pas des salauds. Et donc, on voit bien que ces jeunes qui ont réussi formidablement, comme Zuckerberg, qui est quand même un type assez génial. Facebook, c'est quand même une invention incroyable sur le plan économico-commercial et technique. Bon, on voit que ces gamins qui ont inventé c'est quoi aujourd'hui Facebook? C'est 300 milliards de dollars de capitalisation en bourse ou quelque chose comme C'est ça. ça. Bon, c'est gigantesque. Bon. Et donc, voilà, on voit Ou bien que, Apple, au fond, 2000 milliards. voilà, exactement. Et donc on voit bien que ces grandes entreprises, on leur a laissé absolument le champ ouvert parce que nous n'avons pas investi dans l'innovation. Donc si on veut réguler, il faut être capable de comprendre ce qui se passe. 2 dernières questions très rapides. Promis. Les hommes politiques, les élites comprennent-ils aujourd'hui ce qui est en train de se passer? Alors chez nous, peut-être en Europe aussi, parce que monsieur Mario Draghi aussi, comprend-il, le patron de la Banque centrale européenne, comprend-il ce qui est en train de se passer? Peut-être Mario Draghi, je ne me risquerai pas parce que je ne le connais pas assez bien. Je pense qu'en France, on a eu un ministre de l'économie qui est au courant, c'était Thierry Breton, qui a d'ailleurs été un excellent ministre de l'économie. Et c'est vrai que ça a été une période bénie. Après, ça s'est gâté à nouveau avec Nicolas Sarkozy parce qu'on est revenu à une politique keynésienne qui abandonnait le projet d'innovation. Bon, mais c'est vrai qu'à part quelques exceptions, je viens d'en citer une, il y a un député, Jean-Frédéric Poisson, qui est d'ailleurs candidat à la primaire, qui connaît ça bien. Mais sinon, globalement, nos élites, d'une manière générale, les élites et l'opinion publique. Et moi, je vois quand je parle du transhumanisme, même Parce à que vous mes les amis, voyez, mais, vous êtes ancien mais oui, ministre, donc mais ils croient que c'est de la vous science-fiction quand ils sont. Mais et les gens, les opinions publiques rigolent quand. Mais allez voir les robots sur YouTube, allez voir les robots de Google, vous verrez que c'est pas de la blague. Et quand on pense que l'intelligence artificielle, elle écrase littéralement le champion du monde de jeux de Go, allez voir les bots, ces petits robots que Facebook met en place d'ailleurs cette semaine même. Et voyez bien que tout ça est en train de bouleverser le monde et que c'est pas du tout de la rigolade. Et aujourd'hui, on peut couper-coller l'ADN aussi facilement qu'une phrase sur un traitement de texte. Donc tout ça n'est pas de la rigolade, c'est pas de la science-fiction. C'est ce qui est en train de bouleverser le monde et c'est passionnant, c'est génial en même temps au sens propre du terme et Luc, j'ai une dangereux. dernière question à vous poser. Oui, donc, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, non, je disais c'est génial Je au vous ai coupé. sens, non pas de nos enfants, mais au sens où on invente un monde nouveau. C'est un coup de génie, cette troisième révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que... Dernière question, parce que c'est peut-être aussi la plus importante. On a affaire à une France qui est souvent triste, Oui, un peu désespérée. oui. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes?
Non, Qu'est-ce que vous leur diriez? écoutez, moi je parle Vous, à mes l'ancien ministre de non, mais l'Éducation et de écoutez, la moi je Recherche suis, je et vais le leur philosophe? tenir un discours que d'ailleurs je pense les jeunes sont tout à fait capables de comprendre. Ils n'aiment pas spécialement la démagogie. J'ai envie de leur dire qu'ils ont une chance absolument inouïe de vivre dans une société à la fois de protection sociale et de liberté absolue. On a à peu près le même âge, Philippe, le premier garçon dans ma famille à ne pas partir faire la guerre. Mon oncle a fait la guerre d'Algérie, mon père celle de 40, mon grand-père celle de 14, et je peux remonter comme ça aux guerres d'Italie, à François Ier. Et donc, on a une chance absolument inouïe. Et donc, je ne veux pas être désobligeant, mais remuez-vous, nom de Zeus, remuez-vous, travaillez. C'est ce que je dis à mes filles. Vous avez de la chance, soyez au niveau de la chance que vous avez et arrêtez surtout de pleurnicher et d'attendre de l'État l'assistance. Je n'ai aucun exemple en 40 ans d'enseignement d'un seul de mes étudiants qui ait travaillé et qui n'ait pas réussi. Pardon, mais c'est un discours de vieux mammifères, de vieux croutons, mais c'est tellement la vérité. Si vous travaillez, vous y arriverez. Et vous avez la chance de vivre dans un monde où vous vivrez très longtemps, peut-être en très très bonne santé si vous avez un petit peu de chance, et vous pourrez découvrir, vous aurez une liberté absolue, liberté de mœurs et en même temps une protection sociale. Profitez-en. Mais le ticket d'entrée, c'est le travail. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mystère. Merci infiniment, Luc Ferry, pour avoir répondu donc à toutes ces questions autour de la révolution transhumaniste. Votre nouveau livre, un livre publié donc aux éditions Plomb, un livre alors, dans lequel il y a d'ailleurs beaucoup d'autres passages que nous n'avons pas évoqués. Hein. Il y a énormément de choses. Donc c'est une Bible. Il faut l'avoir, moi je dirais, sur sa table de chevet. Enfin, je l'ai déjà, je suis en train de le reprendre. C'est gentil à vous, merci. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci.